Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de 24 heures Sénat. Et à la une ce soir, le fait maison pour les plats préparés dans les restaurants n'a pas fait l'unanimité au Sénat. Les sénateurs souhaitent qu'il soit facultatif et non obligatoire. Ils sont revenus hier sur le texte voté par les députés. L'égalité professionnelle femmes-hommes mise à mal en temps de crise. Alors que le Sénat s'apprête à légiférer en la matière, les inégalités persistent et les préjugés ont la vie dure. On en parle avec Chantal Jouanneau, ancienne ministre et sénatrice centriste de Paris. Le gouvernement veut ressusciter la politique industrielle de la France. 34 projets d'avenir ont été identifiés pour aider le pays à rattraper son retard. François Hollande peut-il remporter la bataille de l'industrie? Ce sera le débat du 24 heures Sénat. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 24 heures Sénat. Le projet de loi consommation poursuit son examen au Sénat et il réserve bien des surprises. Hier, les sénateurs sont revenus sur l'obligation du label fait maison pour les plats élaborés dans les restaurants. Contrairement aux députés, les sénateurs souhaitent que ce label reste facultatif. Pourtant, selon les restaurateurs, sa création pourrait valoriser leur travail, comme l'a constaté Paul Bouffard dans un restaurant du 7e arrondissement de Paris. Millions de porcs fumés, croustillants de pommes de terre au four, sauce barbecue et bien sûr, tout est fait maison. Chez Nicolas Valenchon, pas de surgelé. Le chef est adepte du fait maison. Tout simplement, il cuisine. Travailler des produits frais, de faire rentrer des produits bruts, qu'il y ait une vraie transformation derrière, que ce soit cuisiné par des gens formés, compétents, qui ont reçu une formation professionnelle. Donc quand on fait du surgelé, il faut un congélateur, un bain-marie, une paire de ciseaux pour caricaturer un peu la chose et puis voilà, c'est parti. Dans la salle, on est ravis. Avec le fait maison, fini l'assiette mystère, quitte à payer quelques euros de plus pour son menu. Je ne pense pas que ce soit une question de prix, parce que vous voyez, dans le restaurant où nous sommes, les prix sont particulièrement raisonnables. Au moment où on entend parler de tous les scandales de provenance des aliments, où on est de moins en moins sûr de ce qu'on mange, c'est sûr que si c'est fait maison, pour moi c'est un critère très important, très très important. Mais attention, un label fait maison peut-être, mais pas un autocollant de plus sur une vitrine. Une charte et des contrôles doivent s'appliquer. Qui va pouvoir avoir le label, comment ces gens-là vont devoir travailler, je pense qu'il va y avoir une charte. C'est juste, s'il suffit d'envoyer un chèque pour avoir un label qualité, tout le monde va s'engouffrer là-dedans. Donc je n'aurais pas envie d'avoir le même label que la brasserie du coin qui fait du surgelé, ça c'est clair. Comme le dit Nicolas, il ne suffit pas de saupoudrer un plat de persil ou placer une framboise sur un dessert pour retrouver les plats de nos grands-mères. Et avec nous sur ce plateau pour parler de ce label fait maison, le sénateur UMP du Val-de-Marne, Christian Cambon. Bonjour. Bonsoir. Alors merci d'être avec nous. Vous êtes très réservé sur ce label. Vous dites qu'il est loin des attentes des professionnels. Pourtant, dans certains restaurants, ça permet quand même de valoriser le travail, le métier de cuisinier, comme on vient de le voir dans ce reportage. Écoutez, je crois que d'abord cette initiative est intéressante au sens où effectivement on parle de ce problème qui maintenant fait l'objet d'une grande actualité, la qualité de nos restaurants. Repas gastronomiques inscrits au patrimoine de l'UNESCO et dans le même temps des restaurants qui par milliers pratiquent soit le réchauffage, soit l'assemblage. Il faut que ça cesse, que notre gastronomie brille de tous ses feux. Alors la ministre a lancé cette idée du fait maison. C'est une idée sympathique. Le seul problème, c'est qu'elle est globalement inapplicable. Et tous les syndicats que nous avons reçus, que nous avons entendus, nous disent la même chose. Concrètement, comment ça va se passer? Vous allez avoir sur une carte de votre restaurant préféré, fait maison, et puis le reste, rien. Alors fait par l'entreprise d'à côté, du coin de la rue, ou envoyé en direct depuis un pays étranger. Prenez en plus un exemple concret. Les œufs à la neige, c'est un plat formidable. Les œufs à la neige, on sait que toutes les crèmes anglaises sont fabriquées maintenant industriellement. Plus aucun restaurant ne la fabrique. Mais si le restaurateur, lui, bat ses œufs en neige, donc vous servez des œufs à la neige dont la crème est industrielle et le blanc est fait manuellement. On voit bien que c'est incontrôlable. Donc c'est un dispositif... Inapplicable, incontrôlable, vous dites, pourtant c'est quand même la moindre des choses, Christian Cambon, d'avoir des plats faits maison dans les restaurants français, justement. Bien entendu, c'est pour ça que ce qu'il faut faire, c'est promouvoir le restaurateur
qui travaillent les produits bruts, c'est-à-dire des produits qui n'ont pas été cuisinés auparavant. C'est cette belle notion de l'artisan. Qu'est-ce qu'un artisan? C'est quelqu'un qui travaille de ses mains et qui va travailler des produits bruts. Eh bien, nous, c'est ce que nous essayons de faire et ce que j'ai essayé de faire, moi, puisque j'ai déposé une proposition de loi qui crée le cette proposition de loi permet un label, une appellation artisan-restaurateur. Mais en quoi ça change d'un label fait maison, cette appellation? Parce que là c'est le savoir-faire du restaurateur qui va être mis en avant. Et c'est effectivement l'engagement qu'il prendra de travailler sur des produits bruts, c'est-à-dire soit des produits qui peuvent être congelés, le poisson arrive congelé, on le sait, pour une immense partie, soit des produits qui, en tous les cas, n'auront pas été travaillés avant. Et ça, je crois que c'est important que ces jeunes restaurateurs ou ces restaurateurs qui veulent mettre en avant cette gastronomie française puisse être signalée de manière simple par ce statut d'artisan restaurateur qui, de surcroît, est créateur d'emplois, car on utilise plus de monde pour préparer des plats maison que des plats industriels. Et accessoirement, ça va dans le sens d'une meilleure formation, puisque n'est pas artisan qui veut. Et donc, je crois qu'en liaison avec toutes les chambres des métiers qui soutiennent mon projet, je pense qu'on peut aller plus loin. Du reste, nos collègues socialistes... Donc, le vote du Sénat hier, finalement, ce label fait maison ne sera pas obligatoire, comme le souhaitait l'Assemblée nationale, mais facultatif. Ça vous satisfait? Oui, ça nous satisfait. Un des syndicalistes que j'ai rencontré nous a dit que ce sera de l'eau tiède. Donc je crois que malheureusement, il faut aller plus loin. Un certain nombre de collègues socialistes ont repris ma proposition. J'espère que quand elle viendra en discussion en 2014, on va franchir une étape qui, là, sera décisive. L'artisan restaurateur, celui qui travaille de ses mains, des produits de qualité, les produits de nos terroirs, les produits du mine de Rungis, les produits qui viennent de nos provinces. Voilà ce qu'il faut faire et pas simplement une économie administrée dans laquelle on va contraindre tous les restaurateurs de France avec contrôle de la direction de la consommation et des prix. C'est un système d'économie administrée. Je pense que ce n'est pas le meilleur. Merci beaucoup Christian Cambon d'avoir été l'invité de 24 heures Sénat. Et parmi les autres dispositions contenues dans le projet de loi consommation, la tarification à la minute dans les parkings, une mesure réclamée par l'UFC Que Choisir, a été adoptée hier soir par voie d'amendement à l'initiative du sénateur UMP Philippe Dallier. Le Sénat a également autorisé la vente de tests de grossesse en dehors des pharmacies afin de faire baisser leurs coûts. En bref, sachez que Alain Verne, sénateur et président de la région Haute-Normandie, a annoncé qu'il démissionne de tous ses mandats. À 65 ans, ce proche de Laurent Fabius entend, je cite, vivre d'autres expériences. Marie-France Gaouillet, maire de la commune 2 en Seine-Maritime, lui succédera au Sénat. Après le cafouillage sur la taxation du diesel, Jean-Marc Ayrault tente de calmer les tensions avec les écologistes. Le Premier ministre appelle au calme et maintient sa promesse de verdissement de la fiscalité dans le budget 2014. Et en ce qui concerne le budget de la sécurité sociale, le gouvernement a démenti vouloir taxer l'aspartame ou encore les cigarettes électroniques. Alors que le Sénat s'apprête à examiner lundi en séance le projet de loi sur l'égalité femmes-hommes, la commission a d'ailleurs terminé cet après-midi l'examen des amendements. Se tenaient aujourd'hui à Paris les états généraux de l'égalité. L'occasion d'aborder l'égalité professionnelle femmes-hommes en temps de crise. Simon Barbarie et Maxime Tullier. La société civile a-t-elle un temps d'avance sur les politiques en matière d'égalité femmes-hommes ? Oui, si l'on en croit les intervenants des premiers états généraux de l'égalité qui se tenaient aujourd'hui au Conseil économique et social. Parmi les participants, un grand témoin, et pas des moindres, Édith Cresson. Et l'ancienne première ministre ne mâche pas ses mots. Pour elle, c'est d'abord au Parlement que les mentalités doivent changer. Il y a une évolution dans la société civile depuis déjà longtemps, dans les entreprises. Mais dans les sociétés politiques, pas du tout. D'ailleurs, aujourd'hui, le Sénat vient de voter contre la loi sur le non-cumul des mandats, qui est aussi un des éléments, parce que dans cette liste des cumulards, il n'y a pas une seule femme. Réforme du congé parental, lutte contre les violences conjugales ou encore renforcement de l'égalité professionnelle. Si le projet de loi égalité femmes-hommes balaye de nombreux sujets, il ne les approfondit pas tous. Pour l'organisatrice de ces états généraux, le gouvernement peut encore aller plus loin, notamment en matière de retraite. La pension moyenne des retraites en France pour les femmes est de 930 € et de 1600 € pour les hommes. Donc moi j'aimerais que le gouvernement avance sur des propositions. Alors il y a quelques propositions qui sont tout à fait positives, mais ce n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Le projet de loi égalité femmes-hommes sera soumis au vote des sénateurs et sénatrices mardi prochain. Peut-être un premier pas vers une évolution des mentalités, chère à Édith Cresson.
Chantal Joanneau, ancienne ministre sénatrice UDUC de Paris, nous a rejoint sur ce plateau. Vous êtes également au Sénat, vice-présidente de la délégation aux droits des femmes. Merci d'être avec nous. Peut-être une réaction à ce qu'on vient d'entendre. Edith Cresson parle d'une évolution dans la société civile, mais pas du tout en politique. Et elle cite notamment le cas des cumulards. Qu'en pensez-vous ? Je ne vois pas d'évolution dans la société aussi positive qu'elle. Il reste quand même énormément de pans de la société. Vous regardez, vous prenez les syndicats, vous prenez les fédérations sportives, vous prenez la représentation des femmes dans les médias. On est exactement à peu près sur les mêmes rapports de force qu'au sein de la politique. Donc je veux bien qu'on pointe du doigt la politique, mais on a un problème global de la société. Et c'est ce que j'avais vu dans le rapport que j'avais fait sur l'hypersexualisation des enfants. C'est-à-dire que malheureusement, le reflet de la société ne va pas dans le bon sens. On va y venir dans un instant. Sur la politique, elle pointe quand même du doigt cette question du non-cumul. Est-ce que si la loi sur le non-cumul est votée, alors peut-être pas au Sénat, mais si l'Assemblée nationale a le dernier mot en la matière, est-ce que ça permettra de favoriser la parité ? Dans la loi sur le non-cumul, les cumulards qui étaient évoqués notamment par l'Express cumulent des fonctions locales. Ce sont des fonctions effectivement de cumul entre président d'une ville, président d'une communauté d'agglo, président d'un syndicat, de toute la multitude de syndicats. Donc ça ne changera pas énormément de choses, très honnêtement. Je veux bien qu'on en parle, mais il faut être un peu franc. Donc c'est un leitmotiv très politique de dire que c'est à cause du cumul qu'on n'a pas de femmes en politique. Si on n'a pas de femmes en politique, c'est aussi parce que les débats au Sénat se tiennent jusqu'à pas d'heure. Si vous avez comme moi des enfants, c'est très compliqué de cumuler une vie politique au Sénat et effectivement une vie familiale. On a des enfants qu'on doit respecter. Est-ce que ça, vous en parlez, Chantal Joanneau, dans le règlement peut-être du Sénat? Est-ce que vous avez on en parle, envoyé une lettre peut-être à Jean-Pierre Bel? Est-ce que vous avez été reçu sur cette question pour voir comment on pourrait organiser les travaux du Sénat pour favoriser l'émergence des femmes sénatrices? Et ce que je dis pour le Sénat, en réalité, est valable pour l'ensemble de la vie politique. C'est un regard goguenard. On vous explique que la politique, c'est un choix et que quand vous faites la politique, vous n'avez pas à parler de votre famille. Donc là-dessus, vous savez les arguments selon lesquels on ne trouve pas de femmes. On trouve des femmes. L'évolution de l'Assemblée nationale le montre. On trouvera des femmes pour faire de la politique. Les femmes aiment participer au pouvoir. Elles aiment débattre. Et quand il y a des débats au sein de l'hémicycle, vous pouvez regarder ce soir, par exemple, sur le projet de loi consommation, le rapport homme-femme est très relativement paritaire. Moi, j'observe souvent que quand il y a des débats, effectivement, le soir, eh bien, ce sont les femmes qui restent, même si elles ont à côté de ça une vie. C'est peut-être parce que les sénateurs gardent leurs enfants. Non, je pense que les femmes sont très engagées dans leur On va parler du projet mission de loi égalité femmes-hommes qui arrive en séance lundi au Sénat. On a vu dans ce reportage quelqu'un qui disait ce n'est pas du tout à la hauteur des enjeux, notamment en ce qui concerne l'égalité salariale. Qu'est-ce que vous pensez de ce texte défendu par la ministre Najat Vallaud-Belkacem? Je pense que c'est un texte qui va vraiment dans le bon sens. Il est très global. Il y a des points qui nous fâchent sur la réforme du congé parental parce qu'en réalité, les familles vont beaucoup perdre dans la réforme de ce congé parental. Vous allez vous trouver avec un enfant à 2 ans et demi et plus bénéficier du congé parental et à l'école, on vous le prend qu'à 3 ans. Donc les familles risquent de beaucoup perdre dans cette réforme. Mais à côté de ça, vous, le congé parental pour les dans hommes la manière dont il est rédigé, honnêtement, les familles vont beaucoup y perdre. Je comprends bien l'objectif, mais je pense que les modalités vont avoir un effet involontaire, collatéral, très négatif pour les familles. Après, sur tout ce qui est lutte contre les violences, c'est des améliorations notables. Famille monoparentale aussi, des améliorations notables pour aider ces femmes, parce qu'il y a un problème de paupérisation qui va devenir un vrai gros problème de société. Donc, il va dans le bon sens. Il ne traite pas tous les sujets, ça c'est évident. Mais on aura aussi un débat sur la réforme des retraites. Donc, on peut à nous de l'améliorer. Voilà, moi, je vais faire des amendements sur la lutte contre l'hypersexualisation, sur la prostitution. Justement, sur la lutte contre les stéréotypes, qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez d'aller plus loin, notamment sur l'hypersexualisation? Sur l'hypersexualisation, sur les minimis, en fait. Voilà, absolument. Je reprends les préconisations de mon rapport. Je reste toujours dans la même ligne. L'interdiction des concours de minimis, l'interdiction d'utiliser des enfants comme de la femme dans la société pour aller vers plus d'égalité. C'est un symbole. Au-delà de ça, on ne va pas être dans la moralisation. Le législateur n'a pas vocation à être dans la moralisation. Il y a d'autres mesures qui relèvent de la société. Mais en tout cas, sur les mesures législatives, effectivement, c'est l'interdiction des concours de minimis, parce que là, c'est un symbole très fort. Vous savez, quand j'avais demandé à l'organisateur pourquoi il n'y avait pas de concours de mini-boy, il m'a expliqué que les petits garçons ne se rabaisseraient pas à ça. Voilà. Merci beaucoup Chantal Joanneau d'avoir répondu à nos questions.
Pierre Mongin, actuel PDG de la RATP et ancien chef de cabinet d'Édouard Balladur à Matignon, a été mis en examen pour détournement de fonds publics par les juges qui enquêtent sur le financement de la campagne présidentielle de l'ex-premier ministre en 1995. Également mis en examen pour la deuxième fois dans le volet financier de l'affaire Karachi, Nicolas Bazir, qui occupait quant à lui les fonctions d'ancien directeur de cabinet d'Édouard Balladur. Premier débat télévisé pour les candidats socialistes à la mairie de Marseille. Hier, comme le révélait notre sondage exclusif, c'est le député Patrick Menucci qui tient la corde face à la ministre déléguée aux personnes handicapées Marie-Arlette Carlotti. Alors, à qui a profité ce débat? Morceau choisi par Mounir Soussi. L'emploi, l'éducation et la future métropole étaient au cœur de ce premier débat dans la primaire socialiste à Marseille. Mais c'est sur la sécurité que les hostilités se sont ouvertes. Samia Ghali persiste et signe dans l'une de ses propositions phares. Quand on va à Paris, oui mais quand on va à Paris, Michael, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'armée sur les grands boulevards parisiens, on voit l'armée dans les gares, dans les grands magasins. Pourquoi Marseille ne serait pas la France? Marseille n'aurait pas le même traitement que Paris? Autre sujet explosif, la transparence et la lutte contre le clientélisme. Après avoir fait le procès des 18 ans de règne de Jean-Claude Gaudin, les candidats à sa succession ont appelé unanimement à une moralisation de la vie politique dans leur propre camp. J'ai demandé tout à fait officiellement le départ de Jean-Noël Guérini de la présidence du Conseil général. Je souhaite qu'on s'engage tous dans cette direction, parce que c'est un symbole, parce que ça porte tort à l'image de Marseille, comme le petit voyou des quartiers. Pour casser l'image d'une ville sale et négligée, Patrick Menucci, très offensif, veut rompre avec la gestion actuelle des agents territoriaux et s'en prend frontalement à Force ouvrière, le syndicat majoritaire. Il y a une chose qui est anormale dans cette ville, c'est que la ville de Marseille est gérée collectivement par un maire et par un syndicat qui, quand il ne veut pas faire un certain nombre de choses, eh bien ces choses n'aboutissent pas. Ces thèmes reviendront à coup sûr dans les deux prochains débats prévus avant les 13 et 20 octobre. Et je vous rappelle que ce débat sera diffusé sur Public Sénat demain à 17 h et samedi à 20 h 30. Nous en parlions mardi dans 24 h Sénat. La France va prendre des mesures pour faciliter l'accueil des réfugiés syriens. Annonce de Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, alors que plusieurs associations exhortent la France à ouvrir davantage ses portes aux Syriens. J'ajoute que l'ONU a annoncé aujourd'hui avoir reçu la demande d'adhésion de la Syrie à la Convention de 1993 sur l'interdiction des armes chimiques. 24 h Sénat, tout de suite, le débat. Au programme du débat du 24 h Sénat, le gouvernement peut-il remporter la bataille de l'industrie en France? La reconquête industrielle a été lancée ce matin par François Hollande. On en parle dans un instant avec nos invités ce soir. Augustin Landier, vous êtes professeur d'économie à l'école d'économie de Toulouse et auteur de ce livre 10 idées qui coulent la France, publié chez Flammarion. Face à vous, Jean-Jacques Mirassou, sénateur socialiste de Haute-Garonne. On en parle donc dans un instant de ces annonces de François Hollande, mais d'abord on voit le détail de ces mesures avec Jérôme Rabier. Bâtir la nouvelle France industrielle, le nom de l'événement résume à lui seul l'ambition gouvernementale. Alors que le climat économique est morose, c'est vers les secteurs d'avenir que François Hollande veut orienter les champions de l'industrie, avec pas moins de 34 plans présentés. 34, qui sont autant de plans de bataille pour hisser la France, ses entreprises, au meilleur niveau de la compétition mondiale. Nous avons un objectif, recréer les emplois industriels qui ont été détruits lors de la précédente décennie. TGV du futur, avions électriques, recyclage innovant ou encore hôpital numérique, la France devra être en pointe pour gagner de nouvelles parts de marché dans un monde globalisé. Et c'est en confiant le pilotage de ces projets à des industriels que le gouvernement a pu sur ce projet faire la quasi-unanimité. Il y avait là les syndicats qui représentent les salariés, le patronat qui représentait les entreprises, les ingénieurs, la force scientifique, la force technologique. Et c'est une alliance entre l'initiative privée et l'action publique. 3,5 milliards d'euros d'investissements d'avenir sont déjà réservés à ces projets qui pourraient générer près de 500 000 emplois et 45 milliards d'euros de valeur ajoutée en 10 ans. Reste maintenant à savoir lesquelles de ces innovations deviendront les héritières du nucléaire ou du TGV, fleuron français pensé à l'époque par le Commissariat général au plan et dont s'inspire l'actuel projet.
Jean-Jacques Mirassou, depuis l'élection de François Hollande, on a eu l'impression que la politique industrielle de la France a surtout consisté à jouer les pompiers de service. On a vu Arnaud Montebourg voler au secours de Florange, ça n'a pas toujours très bien réussi. Est-ce que vous vous réjouissez ce soir de ce changement de pied? Vous faites bien de dire que la France a été dans une situation relativement catastrophique, puisqu'à l'espace de 10 ans, 800 000 pertes d'emplois dans le secteur industriel, et avec à la clé, en termes de part au niveau du PIB, la production industrielle à peu près 2 fois moins importante que l'Allemagne. Alors il y a l'effet crise de tout ce qu'on voudra, mais il y avait immanquablement un manque de volonté politique pour assurer la promotion de notre industrie, en se dirigeant peut-être souvent avec trop de facilité vers le tertiaire. Donc effectivement, quand le gouvernement est arrivé, Arnaud Montebourg a joué l'urgentiste. Et maintenant que nous sommes arrivés à quelques résultats, le Toulousain que je suis pourrait vous parler de Molex ou de Sanofi, eh bien, il est temps d'établir un traitement de fond où, conjointement, toutes les forces vives sur le plan industriel de notre pays puissent dessiner, pour les 20 ans ou 30 ans qui viennent, un projet industriel qui soit susceptible de ramener la France au standing qui est le sien. Il y a effectivement dans ce pays tous les laboratoires de recherche, toutes les facultés qui permettent dans de multiples domaines porteurs d'avenir eh bien, d'assurer l'essentiel par rapport aux années qui viennent. Augustin Landier, vous l'État stratège, ce retour au colbertisme, vous n'y croyez pas du tout? Non, je pense qu'il y a vraiment une double imposture derrière ce plan. Donc il y a le côté théâtre, pourquoi pas, je ne vais pas conspuer le fait qu'il y a une sorte de solennité un peu théâtrale. Mais si vous voulez, il y a une double imposture derrière ça. La première, c'est que la désindustrialisation de la France n'est pas une pathologie. C'est un phénomène qui touche tous les pays, y compris l'Allemagne, qui part de plus haut, mais qui en pourcentage a suivi exactement la même évolution. Il y a eu un basculement il y a un peu plus d'un siècle de l'agriculture vers l'industrie, et depuis 30 ans, on vit un basculement du matériel vers l'immatériel, et donc de l'industrie vers les services. Et toutes les économies développées, qui ont le même niveau de richesse que nous, ont cette évolution qui est un peu naturelle. Donc nager à contre-courant de cette idée, essayer de retourner aux 30 glorieuses, passer des images ou un imaginaire d'usines fumantes, c'est évidemment illusoire. Et la deuxième imposture, c'est l'idée que l'État peut décréter quels vont être les Google ou les Apple de 2030-2040. Là, on est vraiment en plein délire. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'en France qu'on peut nommer une commission de fonctionnaires ou de grands chefs d'entreprise bien connectés au gouvernement pour aller chercher le Google de l'an 2030. Et donc là, ça sera pas exactement comme on ça. va faire réagir Jean-Jacques Mirassou, puisqu'il a fait partie d'une mission désindustrialisation au Sénat. Alors, Augustin Landier dit que ce n'est pas une pathologie, la désindustrialisation de la France. D'ailleurs, dans son ouvrage, eh bien, il estime qu'une France sans industrie, ça ressemblerait à Disneyland. Finalement, ce n'est pas si grave que ça. Qu'est-ce que vous lui répondez? Écoutez, moi je sais que dans notre pays, y compris dans des pays beaucoup plus éloignés, en termes de besoins au quotidien, issus du secteur industriel, il y a des besoins qui sont criants. Donc je ne suis pas pour un consumérisme frénétique, mais quand on arrive à m'expliquer que peut-être à l'échéance 25 ou 30 ans, on va réussir à inventer et faire voler des avions, j'en parle un peu en connaissance de cause, qui seront beaucoup moins dévoreurs d'énergie ou de carburant, je crois que c'est une bonne idée. Et en même temps, ce n'est pas des gens dans un bureau, contrairement à ce qui a été dit, qui vont décider où sont les marchés, où sont les innovations. C'est encore une fois cette démarche volontariste où il y aura l'alliance objective entre ceux qui produisent, ceux qui décident et également ceux qui travaillent pour voir à l'extérieur aussi quels sont les marchés potentiels. Si on n'a pas la capacité d'anticiper sur les besoins dans 20 ou dans 25 ans, c'est sûr que là, il vaut mieux tout plier. Augustin Landier, vous vouliez réagir? On est tous les deux Toulousains, on sait bien qu'il y a tout un tissu de start-up et de gens qui réfléchissent à la voiture de demain, à faire des drones, etc. Donc cet écosystème, il existe déjà. C'est pas à l'État d'essayer de l'animer de haut depuis Paris. En tout cas, manifestement, c'est pas assez. Bon. Et si on prend l'exemple des pôles de compétitivité, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il y a un certain nombre de manques. Et quand je pense à la structuration des filières, notamment la filière aéronautique, je crois qu'on peut mieux faire. Oui, mais Jean-Jacques Mirassou, effectivement, il y a quand même eu beaucoup de dispositifs qui ont été expérimentés. Vous parliez vous-même des pôles de compétitivité à l'instant, le crédit d'impôt recherche, le grand emprunt, l'investissement d'avenir. Beaucoup d'argent ont été investi. Les résultats ne sont pas là. Vous le disiez vous-même, on a perdu 800 000 emplois en 10 ans. En quelques années. Mais là, effectivement, j'ai la conviction qu'il faut changer le braquet. Et ce qui est novateur par rapport à la situation précédente, c'est qu'en l'occurrence, encore une fois,
on va fédérer les énergies. C'est pas l'État qui va dire tel ou tel secteur va recevoir quelque chose de très conséquent dans les 20 ans qui viennent. Je peux pas... de deux choses l'une. Ou bien il s'agit de quelque chose de purement symbolique, un petit peu de l'ordre de faire une espèce de... À 3,7 milliards, on est loin du symbole quand même. D'accord, donc ça va coûter de l'argent. Et donc là, si ça coûte de l'argent, dans le contexte où on est, il faut vraiment réfléchir à quelle est la doctrine derrière ça. Donc l'État, il y a un rôle pour l'État. Je suis pas du tout là pour conspuer l'idée que l'État a un rôle à jouer dans l'économie. Ce rôle, c'est les infrastructures, faire en sorte qu'on ait tous accès à Internet, à haut débit et à des prix raisonnables, à l'énergie, etc. Là, l'État a un rôle à jouer. Et puis c'est l'économie de la connaissance, production de connaissances, financer la recherche, les universités, et financer l'accès à la connaissance, l'éducation. Mais au-delà de ça, l'État ne peut pas faire grand-chose. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans le système des 30 Glorieuses où on pouvait désigner un petit peu qui distribuait les tâches et rattraper, reconstruire, copier les Américains. On n'en est plus là. Et encore une fois, il y a un tissu. Mais vous insultez les entrepreneurs français. Non, ce tissu entrepreneurial français, il est innovant, il sur existe. une de vos idées avancées dans votre livre, vous dites, eh bien, pour sauver l'emploi, il faut sauver l'industrie. Ça n'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour sauver l'emploi si on ne sauve pas l'industrie? Quelles sont vos propositions? Donc, déjà, pour bien poser le diagnostic, l'industrie française, depuis 1980, a créé 0 emploi. L'intégralité des 4 millions d'emplois qu'on a créés quand même depuis 1980, 100% c'est dans l'industrie. Notre diagnostic, c'est pas grave, il y a des évolutions comme ça. Autrefois, il y avait beaucoup plus d'agriculteurs, l'agriculture n'est pas morte, il ne s'agit pas d'euthanasier l'agriculture ou l'industrie, mais simplement la proportion qu'elles prennent dans nos vies a rétréci, la proportion qu'elles prennent dans la production nationale. Une économie immatérielle avec d'autres emplois que des emplois industriels, dans quel secteur par exemple? Donc ça, ce constat, il a été fait au milieu des années 90 par Thomas Piketty, qui d'ailleurs est plutôt un économiste de gauche. Il a comparé la structure des emplois en France et aux États-Unis. On s'aperçoit qu'elle est totalement similaire, sauf dans les emplois peu qualifiés de services. C'est-à-dire qu'il y a un trou de 3 à 5 millions d'emplois dans les emplois peu qualifiés de services, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration. Donc il est là, si vous voulez, le trou. Il faut qu'on arrive à la santé aussi. Donc c'est dans ces secteurs. À renoncer aux emplois industriels, l'avenir c'est le secteur tertiaire. Ce que je sais, c'est que le renoncement était patent dans l'époque qui a précédé, et le recours avait beaucoup de facilité, pour ne pas dire beaucoup de désinvolture aux services, nous a coûté très cher. Comment vous pouvez dire ça? Quand vous êtes propriétaire d'une entreprise et que vous décidez de la fermer, c'est bien parce que vous n'arrivez pas à la rendre productive et à faire de l'argent avec. C'est pas de l'automutilation pour le plaisir. Je ne vais pas m'enfermer dans l'industrie aéronautique. Mais face à une situation qui va imposer sur le plan énergétique une formidable limitation, j'ai la conviction qu'il y a encore beaucoup de choses à inventer qui relèvent du secteur productif et industriel. Mais les services, alors là, donc ça c'est le deuxième imposture, deuxième lieu commun, l'idée que les services seraient des emplois peu qualifiés. Le numérique, l'ingénierie, on le sait tous, et vous le savez aussi, le gouvernement le sait, et Fleur Pellerin le dit, etc. Les services il faut davantage rémunérer ces emplois de service, c'est le cas déjà aux Pays-Bas. Mais il n'y a pas à imposer des choses, c'est-à-dire que l'économie française est vivante, les entrepreneurs essayent de se financer, ils souffrent d'une fiscalité très asphyxiante. Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut corriger, c'est-à-dire trouver des dispositifs qui font que le territoire français est attractif, c'est-à-dire dresser la table en quelque sorte pour l'entrepreneuriat français. Sur cette fiscalité qui asphyxie les entreprises, un mot, Jean-Jacques Mirassou? Ça fait l'objet du rapport que nous avons co-rédigé à quelques-uns. J'imagine que vous n'avez pas vu, et si vous l'avez lu, vous n'avez pas complètement interprété dans le sens que le nôtre. Parce que vous étiez allé en Allemagne, avec la mission des industries. Le coût du travail n'est pas un obstacle, parce qu'en Allemagne, il faut remettre en regard la puissance et le feu du système allemand par rapport au coût du travail, et le remettre aussi, d'ailleurs, en perspective par rapport à la productivité. Ou dans notre pays, on n'est pas si en arrière que ça, loin s'en faut, par rapport à l'Allemagne. Moi, je refuse de m'inscrire dans l'optique d'une société qui serait post-industrielle. Tout ce qui peut être en avance, que vous avez évoqué, en ce qui concerne les nanotechnologies, que sais-je, doit bien sûr trouver toute son évolution, mais qu'elle se fasse, bien sûr, au service d'une production. Enfin, qui peut dire que dans ce pays, on pourrait se satisfaire de la situation de l'automobile par rapport à ce qui se passe dans les pays étrangers? La réponse est non. Jean-Jacques Mirassou, merci. En tout cas, je vous incite à lire le rapport du Sénat sur la désindustrialisation et à lire le livre. Il n'est pas du tout. Il est pas très optimiste. Merci. C'est la fin de 24 heures Sénat. Merci pour votre fidélité et à demain.